Histoire extraordinaire, écrite par Edgar Allan Poe, traduction par Charles Baudelaire, lu par Équilivre, livre audio. Aventure sans pareille d'un certain Hans Pfaall. Suite. Au bout de 4h30 environ, le ballon me parut suffisamment gonflé. J'y suspendis donc la nacelle et j'y plaçai tous mes bagages. Un télescope, un baromètre avec quelques modifications importantes, un thermomètre, un électromètre, un compas, une boussole, une montre à secondes, une cloche, un porte-voix, etc., etc., ainsi qu'un globe de verre où j'avais fait le vide, et hermétiquement bouché, sans oublier l'appareil condensateur, de la chaux vive, un bâton de cire à cacheter, une abondante provision d'eau et des vivres en quantité, tels que le pemmican, une viande desséchée, qui contient une énorme matière nutritive comparativement à son petit volume. J'installai aussi, dans ma nacelle, un couple de pigeons et une chatte. Nous étions presque au point du jour, et je pensais qu'il était grandement temps d'effectuer mon départ. Je laissai donc tomber par terre, comme par accident, un cierge allumé, et en me baissant pour le ramasser, j'eus soin de mettre sournoisement le feu à la mèche, dont le bout, comme je l'ai dit, dépassait un peu le bord inférieur d'un des petits tonneaux. J'exécutai cette manœuvre sans être vu le moins du monde par mes 3 bourreaux. Je sautai dans la nacelle, je coupai immédiatement l'unique corde qui me retenait à la terre, et je m'aperçus avec bonheur que j'étais enlevé avec une inconcevable rapidité. Le ballon emportait très facilement ses 175 livres de lest de plomb. Il aurait pu emporter le double. Quand je quittai la terre, le baromètre marquait 30 pouces, et le thermomètre centigrade 19 degrés. Cependant, j'étais à peine monté à une hauteur de 50 yards, quand arriva derrière moi, avec un rugissement et un grondement épouvantables, une si épaisse trombe de feu et de gravier, de bois et de métal enflammé, mêlée à des membres humains déchiquetés, que je sentis mon cœur défaillir, et que je me jetai tout au fond de ma nacelle, tremblant de terreur. Alors je compris que j'avais horriblement chargé la mine, et que j'avais encore à subir les principales conséquences de la secousse. En effet, en moins d'une seconde, je sentis tout mon sang refluer vers mes tempes, et immédiatement, inopinément, une commotion que je n'oublierai jamais éclata à travers les ténèbres et sembla déchirer en deux le firmament lui-même. Plus tard, quand j'eus le temps de la réflexion, je ne manquai pas d'attribuer l'extrême violence de l'explosion relativement à moi à sa véritable cause, c'est-à-dire à ma position directement au-dessus de la mine et dans la ligne de son action la plus puissante. Mais en ce moment, je ne songeais qu'à sauver ma vie. D'abord, le ballon s'affaissa, puis il se dilata furieusement, puis il se mit à pirouetter avec une vélocité vertigineuse. Et finalement, vacillant et roulant comme un homme ivre, il me jeta par-dessus le bord de la nacelle, et me laissa accroché à une épouvantable hauteur, la tête en bas par un bout de corde fort mince, haut de 3 pieds de long environ, qui pendait par hasard à travers une crevasse, près du fond du panier d'osier, et dans lequel, au milieu de ma chute, mon pied gauche s'engagea providentiellement. Il est impossible, absolument impossible, de se faire une idée juste de l'horreur de ma situation. J'ouvrai convulsivement la bouche pour respirer, un frisson ressemblant à un accès de fièvre secouait tous les nerfs et tous les muscles de mon être. Je sentais mes yeux jaillir de leur orbite. Une horrible nausée m'envahit. Enfin je m'évanouis et perdis toute conscience. Combien de temps restai-je dans cet état, il m'est impossible de le dire. Il s'écoula toutefois un assez longtemps, car lorsque je recouvrai en partie l'usage de mes sens, je vis le jour qui se levait. Le ballon se trouvait à une prodigieuse hauteur, au-dessus de l'immensité de l'océan, et dans les limites de ce vaste horizon, aussi loin que pouvait s'étendre ma vue. Je n'apercevais pas trace de terre. Cependant, mes sensations, quand je revins à moi, n'étaient pas aussi étrangement douloureuses que j'aurais dû m'y attendre. En réalité, il y avait beaucoup de folie dans la contemplation placide avec laquelle j'examinais d'abord ma situation. Je portais mes 2 mains devant mes yeux, l'une après l'autre, et me demandais avec étonnement quel accident pouvait avoir gonflé mes veines et noirci si horriblement mes ongles. Puis j'examinai soigneusement ma tête. Je la secouai à plusieurs reprises,
et la tâtai avec une attention minutieuse, jusqu'à ce que je me fusse heureusement assuré qu'elle n'était pas, ainsi que j'en avais eu l'horrible idée, plus grosse que mon ballon. Puis, avec l'habitude d'un homme qui sait où sont ses poches, je tâtai les 2 poches de ma culotte, et m'apercevant que j'avais perdu mon calepin et mon étui à cure-dents, je m'efforçai de me rendre compte de leur disparition, et ne pouvant y réussir, j'en ressentis un inexprimable chagrin. Il me sembla alors que j'éprouvais une vive douleur à la cheville de mon pied gauche, et une obscure conscience de ma situation commença à poindre dans mon esprit. Mais, chose étrange, je n'éprouvai ni étonnement ni horreur. Si je ressentis une émotion quelconque, ce fut une espèce de satisfaction ou d'épanouissement en pensant à l'adresse qu'il me faudrait déployer pour me tirer de cette situation alternative. Et je ne fis pas de mon salut définitif l'objet d'un doute d'une seconde. Pendant quelques minutes, je restai plongé dans la plus profonde méditation. Je me rappelle distinctement que j'ai souvent serré les lèvres, que j'ai appliqué mon index sur le côté de mon nez, et j'ai pratiqué les gesticulations et grimaces habituelles aux gens qui, installés tout à leur aise dans leur fauteuil, méditent sur des matières embrouillées ou importantes. Quand je crus avoir suffisamment rassemblé mes idées, je portai avec la plus grande précaution, la plus parfaite délibération, mes mains derrière mon dos, et je détachai la grosse boucle de fer qui terminait la ceinture de mon pantalon. Cette boucle avait 3 dents, qui, étant un peu rouillées, tournaient difficilement sur leur axe. Cependant, avec beaucoup de patience, je les amenai à angle droit avec le corps de la boucle, et m'aperçus avec joie qu'elle restait ferme dans cette position. Tenant entre mes dents cette espèce d'instrument, je m'appliquai à dénouer le nœud de ma cravate. Je fus obligé de me reposer plus d'une fois avant d'avoir accompli cette manœuvre. Mais à la longue, j'y réussis. À l'un des bouts de la cravate, j'assujettis la boucle, et pour plus de sécurité je nouai étroitement l'autre bout autour de mon poing. Soulevant alors mon corps par un déploiement prodigieux de force musculaire, je réussis du premier coup à jeter la boucle par-dessus la nacelle, et à l'accrocher comme je l'avais espéré dans le rebord circulaire de l'osier. Mon corps faisait alors avec la paroi de la nacelle un angle de 45 degrés environ. Mais il ne faut pas entendre que je fusse à 45 degrés au-dessous de la perpendiculaire. Bien loin de là, j'étais toujours placé dans un plan presque parallèle au niveau de l'horizon, car la nouvelle position que j'avais conquise avait eu pour effet de chasser d'autant le fond de la nacelle, et conséquemment ma position était des plus périlleuses. Mais qu'on suppose que dans le principe, lorsque je tombai de la nacelle, je fusse tombé la face tournée vers le ballon au lieu de l'avoir tournée du côté opposé comme elle était maintenant, ou en second lieu que la corde par laquelle j'étais accroché eût pendu par hasard du rebord supérieur au lieu de passer par une crevasse du fond, on concevra facilement que dans ces 2 hypothèses il m'eût été impossible d'accomplir un pareil miracle, et les présentes révélations eussent été entièrement perdues pour la postérité. J'avais donc toutes les raisons de bénir le hasard, mais en somme j'étais tellement stupéfié que je me sentais incapable de rien faire, et que je restai suspendu pendant un quart d'heure peut-être dans cette extraordinaire situation, sans tenter de nouveau le plus léger effort, perdu dans un singulier calme et dans une béatitude idiote. Mais cette disposition de mon être s'évanouit bien vite, et fit place à un sentiment d'horreur, d'effroi, d'absolue désespérance et de destruction. En réalité, le sang si longtemps accumulé dans les vaisseaux de la tête et de la gorge, et qui avait jusque-là créé en moi un délire salutaire dont l'action suppléait à l'énergie, commençait maintenant à refluer et à reprendre son niveau. Et la clairvoyance qui me revenait, augmentant la perception du danger, ne servait qu'à me priver du sang-froid et du courage nécessaires pour l'affronter. Mais par bonheur, pour moi, cette faiblesse ne fut pas de longue durée. L'énergie du désespoir me revint à propos, et avec des cris et des efforts frénétiques, je m'élançai convulsivement et à plusieurs reprises, par une secousse générale, jusqu'à ce qu'enfin, m'accrochant au bord si désiré avec des griffes plus serrées qu'un étau, je tortillai mon corps par-dessus et tombai la tête la première, et tout pantelant, dans le fond de la nacelle.
Ce ne fut qu'après un certain laps de temps que je fus assez maître de moi pour m'occuper de mon ballon. Mais alors, je l'examinai avec attention et découvris à ma grande joie qu'il n'avait subi aucune avarie. Tous mes instruments étaient sains et saufs, et très heureusement, je n'avais perdu ni lest ni provisions. À la vérité, je les avais si bien assujettis à leur place qu'un pareil accident était chose tout à fait improbable. Je regardai à ma montre, elle marquait 6 heures. Je continuai à monter rapidement, et le baromètre me donnait alors une hauteur de 3 miles 3/4. Juste au-dessous de moi apparaissait dans l'océan un petit objet noir, d'une forme légèrement allongée, à peu près de la dimension d'un domino, et ressemblant fortement, à tout égard, à l'un de ces petits joujoux. Je dirigeai mon télescope sur lui, et je vis distinctement que c'était un vaisseau anglais de 94 canons, tanguant lourdement dans la mer, au plus près du vent, et le cap à l'ouest-sud-ouest. À l'exception de ce navire, je ne vis rien que l'océan et le ciel, et le soleil qui était levé depuis longtemps. Il est grandement temps que j'explique à vos excellences l'objet de mon voyage. Vos excellences se souviennent que ma situation déplorable à Rotterdam m'avait à la longue poussé à la résolution du suicide. Ce n'était pas cependant que j'eusse un dégoût positif de la vie elle-même, mais j'étais harassé, à n'en pouvoir plus, par les misères accidentelles de ma position. Dans cette disposition d'esprit, désirant vivre encore, et cependant fatigué de la vie, le traité que je lus à l'échoppe du bouquiniste, appuyé sur l'opportune découverte de mon cousin de Nantes, ouvrit une ressource à mon imagination. Je pris enfin un parti décisif. Je résolus de partir, mais de vivre, de quitter le monde, mais de continuer mon existence. Bref, et pour couper court aux énigmes, je résolus, sans m'inquiéter du reste, de me frayer, si je pouvais, un passage jusqu'à la Lune. Maintenant, pour qu'on ne me croie pas plus fou que je ne suis, je vais exposer en détail, et le mieux que je pourrai, les considérations qui m'induisirent à croire qu'une entreprise de cette nature, quoique difficile sans doute et pleine de dangers, n'était pas absolument pour un esprit audacieux, situé au-delà des limites du possible. La première chose à considérer était la distance positive de la Lune à la Terre. Or, la distance moyenne ou approximative entre les centres de ces deux planètes est de 59 fois, plus une fraction, le rayon équatorial de la Terre, ou environ 237 000 miles. Je dis la distance moyenne ou approximative, mais il est facile de concevoir que la forme de l'orbite lunaire étant une ellipse d'une excentricité qui n'est pas de moins de 0,05484 de son demi-grand axe, et le centre de la Terre occupant le foyer de cette ellipse, si je pouvais réussir d'une manière quelconque à rencontrer la Lune à son périgée, la distance ci-dessus évaluée se trouverait sensiblement diminuée. Mais pour laisser de côté cette hypothèse, il était positif qu'en tout cas j'avais à déduire les 237 000 miles de rayon de la Terre, c'est-à-dire 4000, et le rayon de la Lune, c'est-à-dire 1080. En tout, 5080, et qu'il ne me restait ainsi à franchir qu'une distance approximative de 231 920 miles. Cet espace, pensai-je, n'était pas vraiment extraordinaire. On a fait nombre de fois sur cette terre des voyages d'une vitesse de 60 miles par heure. Et en réalité, il y a tout lieu de croire qu'on arrivera à une plus grande vélocité. Mais même en me contentant de la vitesse dont je parlais, il ne me faudrait pas plus de 161 jours pour atteindre la surface de la Lune. Il y avait toutefois de nombreuses circonstances qui m'induisaient à croire que la vitesse approximative de mon voyage dépasserait de beaucoup celle de 60 miles à l'heure. Et comme ces considérations produisirent sur moi une impression profonde, je les expliquerai plus amplement par la suite. Le second point à examiner était d'une bien autre importance. D'après les indications fournies par le baromètre, nous savons que lorsqu'on s'élève au-dessus de la surface de la Terre, à une hauteur de 1000 pieds, on laisse au-dessous de soi environ 1/30 de la masse atmosphérique. Jusqu'à 10 000 pieds, nous arrivons à peu près à 1/3, et jusqu'à 18 000 pieds, ce qui est presque la hauteur du Cotopaxi, nous avons dépassé la moitié de la masse fluide.
ou en tout cas la moitié de la partie pondérable de l'air qui enveloppe notre globe. On a aussi calculé qu'à une hauteur qui n'excède pas la centième partie du diamètre terrestre, c'est-à-dire 80 miles, la raréfaction devait être telle que la vie animale ne pouvait en aucune façon s'y maintenir, et de plus que les moyens les plus subtils que nous ayons de constater la présence de l'atmosphère devenaient alors totalement insuffisants. Mais je ne manquai pas d'observer que ces derniers calculs étaient uniquement basés sur notre connaissance expérimentale des propriétés de l'air et des lois mécaniques qui régissent sa dilatation et sa compression dans ce qu'on peut appeler, comparativement parlant, la proximité immédiate de la Terre. Et en même temps, on regarde comme chose positive qu'à une distance quelconque donnée, mais inaccessible de sa surface, la vie animale est et doit être essentiellement capable de modification. Maintenant, tout raisonnement de ce genre et d'après de pareilles données doit évidemment être purement analogique. La plus grande hauteur où l'homme soit jamais parvenu est de 25 000 pieds. Je parle de l'expédition aéronautique de messieurs Gay-Lussac et Biot. C'est une hauteur assez médiocre, même quand on la compare aux 80 miles en question. Et je ne pouvais m'empêcher de penser que la question laissait une place au doute et une grande latitude aux conjectures. Mais en fait, en supposant une ascension opérée à une hauteur donnée quelconque, la quantité d'air pondérable traversée dans toute période ultérieure de l'ascension n'est nullement en proportion avec la hauteur additionnelle acquise, comme on peut le voir d'après ce qui a été énoncé précédemment, mais dans une raison constamment décroissante. Il est donc évident que nous élevant aussi haut que possible, nous ne pouvons pas, littéralement parlant, arriver à une limite au-delà de laquelle l'atmosphère cesse absolument d'exister. Elle doit exister, concluai-je. Quoiqu'elle puisse, il est vrai, exister à un état de raréfaction infinie. D'un autre côté, je savais que les arguments ne manquent pas pour prouver qu'il existe une limite réelle et déterminée de l'atmosphère, au-delà de laquelle il n'y a absolument plus d'air respirable. Mais cette circonstance a été omise par ceux qui opinent pour cette limite, qui semblait non pas une réfutation péremptoire de leur doctrine, mais un point digne d'une sérieuse investigation. Comparons les intervalles entre les retours successifs de la comète Encke à son périhélie en tenant compte de toutes les perturbations dues à l'attraction planétaire, et nous verrons que les périodes diminuent graduellement, c'est-à-dire que le grand axe de l'ellipse de la comète va toujours se raccourcissant dans une proportion lente, mais parfaitement régulière. Or, c'est précisément le cas qui doit avoir lieu si nous supposons que la comète subisse une résistance par le fait d'un milieu éthéré excessivement rare, qui pénètre les régions de son orbite. Car il est évident qu'un pareil milieu doit, en retardant la vitesse de la comète, accroître sa force centripède et affaiblir sa force centrifuge. En d'autres termes, l'attraction du Soleil deviendrait de plus en plus puissante, et la comète s'en rapprocherait davantage à chaque révolution. Véritablement, il n'y a pas d'autre moyen de se rendre compte de la variation en question. Mais voici un autre fait. On observe que le diamètre réel de la partie nébuleuse de cette comète se contracte rapidement à mesure qu'elle approche du Soleil, et se dilate avec la même rapidité quand elle repart vers son aphélie. N'avais-je pas quelque raison de supposer, avec M. Walsh, que cette apparente condensation de volume prenait son origine dans la compression de ce milieu éthéré dont je parlais tout à l'heure, et dont la densité est en proportion de la proximité du Soleil. Le phénomène qui affecte la forme lenticulaire et qu'on appelle la lumière zodiacale était aussi un point digne d'attention. Cette lumière, si visible sous les tropiques, et qu'il est impossible de prendre pour une lumière météorique quelconque, s'élève obliquement de l'horizon et suit généralement la ligne de l'équateur du Soleil. Elle me semblait évidemment provenir d'une atmosphère rare, qui s'étendrait depuis le Soleil jusque par-delà l'orbite de Vénus, au moins et même, selon moi, indéfiniment plus loin. Je ne pouvais pas supposer que ce milieu fût limité par la ligne du parcours de la comète ou fût confiné dans le voisinage immédiat du Soleil. Il était si simple d'imaginer au contraire qu'il envahissait toutes les régions de notre système planétaire condensées autour des planètes en ce que nous appelons atmosphère, et peut être modifié chez quelques-unes par des circonstances purement géologiques,
c'est-à-dire modifié ou varié dans ses proportions ou dans sa nature essentielle, par les matières volatilisées émanant de leurs globes respectifs. Ayant pris la question sous ce point de vue, je n'avais plus guère à hésiter, en supposant que dans mon passage je trouvasse une atmosphère essentiellement semblable à celle qui enveloppe la surface de la Terre. Je réfléchis qu'au moyen du très ingénieux appareil de M. Grimm, je pourrais facilement la condenser en suffisante quantité pour les besoins de la respiration. Voilà qui écartait le principal obstacle à un voyage à la Lune. J'avais donc dépensé quelque argent et beaucoup de peine pour adapter l'appareil au but que je me proposais, et j'avais pleine confiance dans son application pourvu que je puisse accomplir le voyage dans un espace de temps suffisamment court. Ceci me ramène à la question de la vitesse possible. Tout le monde sait que les ballons, dans la première période de leur ascension, s'élèvent avec une vélocité comparativement modérée. Or, la force d'ascension consiste uniquement dans la pesanteur de l'air ambiant, relativement au gaz du ballon. Et à première vue, il ne paraît pas du tout probable, ni vraisemblable, que le ballon, à mesure qu'il gagne en élévation et arrive successivement dans des couches atmosphériques d'une densité décroissante, puisse gagner en vitesse et accélérer sa vélocité primitive. D'un autre côté, je n'avais pas souvenir que dans un compte rendu quelconque d'une expérience antérieure, l'on n'eût jamais constaté une diminution apparente dans la vitesse absolue de l'ascension, quoique tel eût pu être le cas en raison de la fuite du gaz à travers un aérostat mal confectionné et généralement revêtu d'un vernis insuffisant, ou pour toute autre cause. Il me semblait donc que l'effet de cette déperdition pouvait seulement contrebalancer l'accélération acquise par le ballon à mesure qu'il s'éloignait du centre de gravitation. Or, je considérais que pourvu que dans ma traversée je trouvasse le milieu que j'avais imaginé, et pourvu qu'il fût de même essence que ce que nous appelons l'air atmosphérique, il importait relativement assez peu que je le trouvasse à tel ou tel degré de raréfaction, c'est-à-dire relativement à ma force ascensionnelle, car non seulement le gaz du ballon serait soumis à la même raréfaction, et dans cette occurrence je n'avais qu'à lâcher une quantité proportionnelle de gaz suffisante pour prévenir une explosion, mais par la nature de ses parties intégrantes. Il devait en tout cas être toujours spécifiquement plus léger qu'un composé quelconque de pur azote et d'oxygène. Il y avait donc une chance, et même en somme une forte probabilité, pour qu'à aucune période de mon ascension je n'arrivasse à un point où les différentes pesanteurs réunies de mon immense ballon, du gaz inconcevablement rare qu'il renfermait, de sa nacelle et de son contenu, puissent égaler la pesanteur de la masse d'atmosphère ambiante déplacée. Et l'on croit facilement que c'était là l'unique condition qui pût arrêter ma fuite ascensionnelle. Mais encore, si jamais j'atteignais ce point imaginaire, il me restait la faculté d'user de mon lest et d'autres poids montant à peu près à un total de 300 livres. En même temps, la force centripède devait toujours décroître en raison du carré des distances, et ainsi je devais, avec une vélocité prodigieusement accélérée, arriver à la longue dans ces lointaines régions où la force d'attraction de la Lune serait substituée à celle de la Terre.